Bonjour, eh bien la Chandeleur, selon la tradition, c'est la fin de l'hivernage, c'est le début du renouveau, c'est la reprise des travaux des champs. En fait, c'est déjà un petit peu d'espérance de ce soleil qui nous attend pour bientôt, de soleil qui est parfois très loin des nouvelles que nous vous donnons, des nouvelles qui sont parfois actuellement bien peu réjouissantes. Au cours de cette édition, nous vous parlerons des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui à la SNCF entre la direction et les syndicats, notamment sur le retour de la semaine à 40 heures. Et nous avons à ce sujet un certain nombre d'informations très précises concernant ces négociations qui se sont ouvertes ce matin. Nous vous dirons un mot du Moyen-Orient et du Vietnam, 3 jours avant le début de la fête du Tet, et tout de suite un accident ferroviaire qui vient de se produire en Argentine. 200 personnes ont été tuées et plus de 400 blessées à la suite d'une collision de train qui s'est produite à 40 km de Buenos Aires. C'est l'une des plus grosses catastrophes ferroviaires de ce siècle. Daniel Casal, avant d'en venir au triste bilan des accidents de la route, nous avons un chalutier qui s'est échoué. Oui, ce matin, un chalutier s'est échoué sur la côte atlantique, près de la plage de Lacano. Sur les 5 membres de l'équipage, 3 sont portés disparus, les 2 autres sont sains et saufs. Week-end pluvieux. Oui, triste bilan des accidents de la route et oui. Malheureusement on n'aime pas faire de sensationnel chez nous, mais il faut dire qu'un record a été battu. Enfin, un record, disons, pas exactement, parce que vous savez qu'en été, il y a beaucoup plus de circulation sur les routes. Évidemment, les bilans sont plus élevés. Mais disons que ce dimanche-ci, le week-end a été plus meurtrier que le dimanche précédent. 76 morts, 608 blessés. L'accident le plus grave s'est déroulé près de Troyes. Il a fait 6 morts, dont 4 de la même famille. « 17h hier sur la nationale 60 près de Pinet dans l'Aube. Une 2 chevaux est doublée par un véhicule qui se met brusquement à zigzaguer alors que vient en face une voiture roulant en direction de Troyes. Le choc est d'une rare violence. Cette dernière voiture est traînée sur plusieurs mètres et termine sa course sur le bas-côté de la route, cependant que la 2 chevaux recevait à l'avant le bloc moteur d'un des véhicules. Les autorités ainsi qu'une équipe de réanimation étaient rapidement sur les lieux et des 2 voitures irrécupérables en retiraient 6 cadavres. Daniel Casal, un premier résultat des négociations qui viennent de s'ouvrir ce matin à la SNCF entre la direction et les syndicats. Oui, premier résultat, un résultat concret, les cheminots seront augmentés de 1%, et cela à partir du 1er janvier 1970, une majoration identique doit d'ailleurs intervenir en principe dans les autres entreprises nationalisées, et cela au titre du rattrapage sur le pouvoir d'achat 1969. Pour ce qui est de la réduction du temps de travail, eh bien, aucun accord n'a été réalisé. Direction et syndicats se retrouveront le 12 février. À l'Argentière, le travail a repris ce matin à la mine de Penaroya. Après l'accord intervenu hier, cet accord prévoit notamment une augmentation des salaires, l'indexation de ces salaires sur le coût de la vie, la réduction du temps de travail et enfin la gratuité du logement. À Paris, la hausse des tarifs de la RATP, qui est entrée en vigueur hier, a provoqué ce matin quelques incidents, notamment à la gare souterraine d'Austerlitz, où des manifestants ont distribué des tracts, et sur ces tracts, on pouvait lire « L'État ne nous transporte pas, il nous roule ». Vous voyez que, même en étant mécontent, il garde le sens de l'humour. Il y a eu cependant quelques bousculades et la police a dû arrêter un certain nombre de manifestants après vérification d'identité. 2 arrestations ont été maintenues. À Nanterre, une précision qu'on avait déjà donnée l'autre jour. Oui, à Nanterre, eh bien, la faculté est toujours fermée aujourd'hui. La réouverture interviendra demain et demain sera en quelque sorte une journée de test, car les enseignants ont annoncé que si de nouveaux troubles se produisaient, eh bien, ils se lanceraient dans une grève illimitée. C'est donc très important pour les étudiants. À l'étranger, je crois qu'on s'oriente surtout vers le Vietnam, parce que dans quelques jours, dans 3 jours, va commencer la fête du Tet, le Oui. nouvel an vietnamien, le nouvel an lunaire, et d'habitude, des trêves sont respectées de part et d'autre. Pensez-vous que la trêve, une fois de plus, va être respectée ? En principe, cette trêve devrait être respectée. Les 2 parties se sont engagées à la respecter. Mais 3 jours avant le début de cette trêve, le FNL, qui est le Front National de Libération, a lancé une vaste offensive sur le sud Vietnam. Et c'est ainsi qu'en 24 heures, 70 positions américaines et sud-vietnamiennes ont été harcelées par des mortiers, par des roquettes aussi. Mais enfin, dans 3 jours, on pense que les armes devraient se taire.
Au Proche-Orient, nous avons encore des combats, cette fois-ci à la frontière israélo-syrienne. Oui, à la limite de la zone de Cessez-le-feu. Cessez-le-feu, c'est ça, merci, entre Israël et la Syrie. Il y a depuis plus de 3 heures maintenant des duels d'artillerie, des combats aériens entre les Israéliens et les Syriens. Et quelles sont les explications alors que donne Israël à cette opération? Oui, Israël donne 2 explications. D'abord, la Syrie veut faire la preuve de son dynamisme militaire, et cela avant le 7 février, qui est le jour où se réunira un petit sommet arabe au Caire, un sommet réunissant les pays engagés directement dans le conflit. Enfin, deuxième explication, la Syrie veut opérer une diversion de façon à réduire la pression israélienne sur le front égyptien. Sur le plan diplomatique, on parle aussi du Moyen-Orient, vraisemblablement. On va en parler ce soir exactement, au Caire et à Paris. D'abord au Caire, le président Nasser parlera du Proche-Orient et de la situation devant 200 parlementaires de 50 pays. Et ce soir également, il est probable que sera abordé ce problème au cours de la réunion qui doit rassembler le président Georges Pompidou et le roi Hassan II du Maroc. Le roi Hassan II du Maroc sera reçu ce soir à l'Élysée. Mais pour l'instant, le roi Hassan II est chez le président Bourguiba à Paris, car le président Bourguiba est en convalescence à Paris, et le roi du Maroc lui a rendu visite ce matin à l'ambassade de Tunis. Je crois que l'essentiel des conversations entre le roi Hassan II et le président Pompidou qui ont pu avoir lieu se trouve autour de ce désir commun de faire de la Méditerranée occidentale un point d'équilibre. Cela est valable pour la France, pour le Maroc et pour des pays aussi comme l'Italie. Nous arrivons maintenant au sport. Alain Billouin, nous en avons déjà parlé hier soir. Eugène Christophe est mort. C'était disons peut-être la plus grande figure du premier Tour de France. Oui, effectivement, Eugène Christophe était un personnage légendaire du Tour de France et il est mort en fin de soirée à l'hôpital Broussais. Il était âgé de 85 ans. L'évocation de la carrière sportive d'Eugène Christophe permet de retracer à elle seule toute une période héroïque du Tour de France dont il fut l'un des pionniers. Mais nous retiendrons surtout son haut fait d'armes dans le col du Tourmalet en 1913. Christophe cassa la fourche de son vélo et couvrit 14 km à pied pour trouver une forge à Sainte-Marie de Campan. Il répara lui-même son vélo et reprit la route. Eugène Christophe, c'était une grande figure du sport français. La suite de l'actualité sportive maintenant avec le match de rugby Tarbes-Stade Montois. La pluie tombait fort sur le stade Maurice Trélu où Tarbes recevait le stade Montois. Un match à panache attendu par la foule des supporters des deux équipes et qui débutait à l'avantage des Montois. Ceux-ci gagnant les balles en touche longue, balle exploitée par la ligne d'attaque et son maître à jouer, André Boniface. Mais les Tarbais ont une défense très serrée et collent au ballon. Et à la 9e minute, c'était la contre-attaque. Silière échouait sur le poteau de touche. Et sur cette touche, la balle était pour les Tarbais. Martinez s'infiltrait et marquait l'essai. Essai qui n'était pas transformé, terrain trop lourd, balle trop lourde aussi. 3-0 pour les Tarbais. Les Montois continuaient sans interruption sur ces attaques et interception de Lalanne sur passe de Bonny. C'était le deuxième essai à la 31e minute. Essai toujours non transformé. 6-0 pour les Montois, c'était le score à la mi-temps. Dès la deuxième mi-temps, les Tarbais affichaient une nette assurance avec leurs 6 points d'avance. Leur troisième ligne creusait des brèches. Et c'était une réception de Silière qui allait marquer un essai plein de classe sur un coup de pied d'André Boniface. 9-0. La 48e minute du jeu voyait ce score à l'avantage des Tarbais. Mont-de-Marsan essayait tant bien que mal de se dégager, continuait par ses folles attaques. Et là, Bergesco réceptionnait, partait résolument à l'attaque, donnait à Marin. Marin à Dargelès à l'intérieur, Dargelès au centre, Lalanne, à l'opportuniste Lalanne, qui allait marquer sous le nez de 2 défenseurs montois. C'était la 69e minute. 12-0 pour les Tarbais. Et le dernier essai de la rencontre allait être marqué par les avants Tarbais sur une de leurs combinaisons qui permettait au talonneur d'Argelès d'inscrire ce dernier essai à la 80e minute. 15-0, score lourd pour les Montois à l'issue d'une fort belle partie. Un mot de boxe très rapidement pour signaler qu'un gala se déroule ce soir au Palais des Sports. Pour combat vedette, Boutier contre Miranda en moyen et Zami contre Vieira en super léger. Et nous suivons maintenant une compétition originale. Il s'agit du concours mondial des scooters de neige. Les premiers championnats du monde de scooters des neiges se sont disputés 2 jours durant dans la vallée du Queyras, dans les Alpes du Sud.
3 épreuves étaient inscrites dans cette première rencontre mondiale, une épreuve de maniabilité, une épreuve de fond et une de vitesse. L'épreuve de fond s'est déroulée sur un tracé long de 110 km à Arvieux. Le départ, donné à Château-Quiras, permettait aux concurrents italiens, suédois et français, après un parcours commun de 11 km, de pouvoir ensuite opérer un mouvement de dispersion. Ce fut une épreuve où l'endurance des mécaniques fut soumise à rude pression, la dextérité des pilotes faisant le reste. Un coefficient venait pondérer les temps réalisés, un classement toutes catégories sanctionnait les meilleurs chronos. Le Suédois Bo Edenberg devait être crédité du meilleur temps. Le Scandinave, la veille, dans l'épreuve de maniabilité, avec 2 minutes, justifiait déjà sa supériorité en devançant le Français Ferraris de minute 22 secondes. La 3e épreuve, la vitesse, qui se disputait à Seillac, voyait les concurrents sélectionnés prendre le départ sur un anneau de vitesse de 800 mètres de long au bord relevé. Sur ce difficile circuit des aiguilles, le représentant des guides de haute montagne, Jacques Sangnier, devait s'imposer irrésistiblement devant un autre Français Ferraris, le Suédois Bo Edenberg, s'assurant une place de 4e qui lui permettait de triompher au classement général en 1 h 56 minutes et 25 secondes devant le Français Gouin. Après le succès de popularité et d'engouement remporté par cette nouvelle discipline des neiges, il est fortement question d'en faire à l'avenir une classique annuelle. L'un des problèmes les plus délicats de la vie moderne, c'est le rapport entre l'homme et l'animal. Pourquoi? Parce que dans la vie moderne, eh bien, on consomme de plus en plus d'animaux sous toutes leurs formes. On consomme des peaux, parce que les peaux de certains animaux ont fait des manteaux, et puis on consomme aussi quotidiennement, pour ceux qui ne sont pas végétariens, on consomme aussi de la viande de boucherie. On consomme des peaux, et vous avez dû entendre parler, il y a plusieurs mois, de cette hécatombe dans les pays du Grand Nord, sur la personne, si je puis dire, des jeunes phoques, et des reportages photographiques ont eu lieu dans de grands hebdomadaires parisiens, montrant avec quel peu d'humanité on pouvait tuer ces jeunes enfants phoques pour recueillir leur peau. Maintenant, c'est chose réglée, puisque les Norvégiens et les Canadiens viennent de se mettre d'accord, et il y a interdiction totale de s'attaquer aux jeunes phoques. Humaniser, c'est aussi le problème en ce qui concerne la viande que nous consommons tous les jours à Norvège. Ben oui, justement, mon propos dans le film que nous allons voir tout de suite n'est pas de rendre végétariens tous les téléspectateurs, mais c'est de rendre compte d'un problème qui est, je crois, très important. Et c'est celui, vous parliez d'humanisation tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le problème, car en fait 30% des bêtes qui sont encore abattues actuellement ne sont pas abattues dans les conditions logiques d'un décret qui pourtant a été voté et qui devrait être appliqué. Alors le problème justement, c'est de faire adopter, enfin faire appliquer ce décret. Et c'est notre propos, là vous allez voir le... Tués à la Villette font l'objet d'un procès. Celui-ci va tenter d'humaniser leur mort, pour l'instant atroce. Ces bêtes subissent la loi de Moïse. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Il posera sa main sur la tête du veau, l'égorgera, le dépouillera et le coupera en morceaux. Madame Gilardoni, vous êtes présidente et fondatrice de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Actuellement, vous vous battez sur 2 plans. Premièrement, les décrets ne sont pas appliqués actuellement à la Villette pour 30% des bêtes. Deuxièmement, encore et partout dans toute la France, des gens maltraitent des bêtes et il y a des procès continuels. Oui, à la Villette, effectivement, 30% des animaux abattus ne le sont pas conformément au règlement en vigueur. Des veaux, des bovins sont suspendus vivants pour aller jusqu'au poste de mise à mort. Les veaux, sous la souffrance, se tordent. Et des bovins de 900 kilos sont suspendus par un jarret. Et ceci après une chute brutale. Et leur souffrance est immense. Maître Gauthier, nous allons voir ensemble l'aspect juridique de la question. Eh bien, au point de vue juridique, nous avons un décret qui date de 1964, qui est donc relativement ancien. Il a 6 ans actuellement. Ce décret donnait aux abattoirs un délai d'environ 3 ans pour se mettre en règle. C'est un délai amplement suffisant. D'autant plus que le matériel existait déjà. Ce matériel régulier existe depuis longtemps. La plupart des abattoirs sont mis en règle. En principe, toute bête doit être rendue inconsciente avant la saignée par divers procédés. Il n'y a pas que le pistolet, il y a l'électricité, il y a
le CO2. Mais certaines dérogations sont en vigueur et elles concernent l'abattage rituel. C'est-à-dire? Eh bien, l'abattage israélite et musulman. Alors, selon leur loi, eh bien, les animaux doivent être égorgés en pleine conscience. Mais pour la préparation, nous sommes en plein accord avec le rabbinat. Et eux aussi déplorent ce qui se passe à la Villette, sur leur chaîne. Nous avons obtenu du grand rabbinat de France que les appareils de contention appelés casting pen, qui sont en fonction en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, enfin dans pas mal de pays, soient installés à la Villette. Il y en a 3, mais ils ont été installés de telle façon qu'ils sont inutilisables. Oui, c'est peut-être un sujet que vous avez pensé devant être un petit peu difficile à voir à la mi-journée comme ceci. Mais il était tout de même important, justement, parce que c'est peut-être à l'heure du déjeuner, de passer un tel sujet, parce que tous les jours, on se trouve en présence de ce problème, pas tellement dans les villes, mais peut-être surtout dans les provinces et dans les campagnes, où justement l'humanisation n'est pas toujours très respectée. oui, justement, enfin, il y a des procès qui sont régulièrement, presque tous les jours, des avocats traitent ce genre de procès. Parce que, enfin, pour vous citer un exemple, par exemple, on m'a raconté cette histoire. Un paysan n'avait pas suffisamment de place dans sa bétaillère. Eh bien, il a attaché la vache derrière son camion. La vache était tenue par une corde. Il est évident que le camion allait trop vite pour elle. Elle tombait toutes les 3 mètres et elle est morte dans ces conditions. Absolument, enfin, dans des conditions atroces. Et ceci, enfin, on peut en citer comme ça des dizaines et des dizaines. On crève les yeux des vaches, enfin, des choses oui, ce sont des choses à proscrire et c'est pour ça que ce décret va être publié. Voilà. Bien. Nous allons terminer sur une note un tout petit peu plus souriante tout de même. Françoise Dorin crée au Théâtre Antoine une nouvelle comédie, Un sale égoïste. D'un monsieur qui est joué par Paul Meurice et qui est un sale égoïste et qui essaye de défendre sa liberté et son indépendance qu'il a chèrement acquise. Il est entouré par Béatrice Bréty, Claude Jansac, Marion Gamme, Michel Roux, qui a assuré aussi la mise en scène, Paul Mercet, Jacques Mareuil. Mais enfin, Victor, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Madame Bonneville, qui n'a aucun don ni aucun goût pour la couture, a tenu absolument à se charger de la fabrication de ces rideaux? Mais pour rendre service à monsieur? Primo, ça ne me rend pas service. Secondo, j'ai horreur des dettes de reconnaissance. Les dettes d'argent, encore une fois qu'on les a réglées, c'est fini, on n'en parle plus. Mais les dettes de reconnaissance, ça n'est jamais fini. Parce que la reconnaissance, ça ne se mesure pas. On ne peut pas dire à son créancier, je vous dois encore 2 sourires, 3 compliments et une amabilité, et après on sera quitte. On est débiteur à vie, et c'est une position qui m'est particulièrement désagréable. Je l'ai déjà expliqué 100 fois à Madame Bonneville, alors pourquoi n'en tient-elle pas compte? Parce qu'elle est de ces altruistes inconditionnels qui s'obstinent à rendre service aux gens contre leur propre volonté. Comment échappez-vous à la distraction pendant que vous étiez là? J'écris devant un mur, le nez devant un mur, parce que si je me mettais devant une fenêtre ouverte, je risquerais effectivement d'être très distraite. Le moindre bruit, le moindre oiseau qui passerait, c'est un prétexte pour m'échapper, pour m'évader, penser à autre chose et plus du tout à ce que j'écris. Entretenez-vous de bonnes relations avec les auteurs dramatiques masculins? Oh, excellente! Je ne sais pas s'ils entretiennent de bonnes avec moi, mais moi avec eux, sûrement. Je connais d'ailleurs très peu mes confrères. Je connais Marcel Achard, qui m'appelle toujours maître. Je me demande s'il n'y a quand même pas un petit peu d'ironie de sa part quand il fait ça. Tu pourrais faire une exception pour le petit de Tournai, un gosse que j'ai vu naître, à qui j'ai offert son premier ours en peluche. S'il fallait que je m'intéresse à tous les gens à qui tu as offert un ours en peluche quand ils étaient petits, ma vie n'y suffirait pas. Papa les fabriquait et tu en as littéralement inondé amis, voisins, relations, connaissances et quelquefois même les quêteurs à qui tu ne voulais rien donner. Je n'ai pas de monnaie, disais-tu, mais voilà un bel ours en peluche. Un des ratés que papa ramenait de la fabrique. Eh bien, ça leur faisait plaisir. Surtout quand il quêtait pour les vieillards de l'arrondissement. Tu as toujours eu le cœur sec. Peut-être, mais moi je ne mets pas de croûte invendue dans le tronc des pauvres. Et seulement tu refuses à ta mère le minuscule service qu'elle te demande. Et encore, pas pour elle. Françoise Dorin, est-ce que la vie d'un auteur dramatique est compatible avec la vie d'épouse et la vie de mère? Bien sûr que c'est compatible. Évidemment, ça présente des difficultés, mais pas plus que pour une employée de bureau, une femme médecin ou une journaliste à la télévision. Encore moi, je travaille chez moi. C'est donc plus facile de faire tenir en même temps mes devoirs de femme, de mère et de ma profession.
C'est Denise Boer qui s'entretenait avec Françoise Dorin. Maintenant, il est l'heure de nous quitter. Je vous dis au revoir et vous souhaite un bon après-midi.